Méditation auditive pour oreilles artistiques. Artcast explore la création contemporaine. Le lien qui existe entre l'artiste et la matière est unique. Il naît parfois comme une évidence, où il prend son temps, et il est alors le résultat d'une longue période de recherche, de tests, de ratés, de réussites. Et puis parfois, au détour d'une rencontre, d'un hasard, il se peut que l'artiste trouve enfin celle avec qui la création prend forme. Pour Anne-Cécile Surga, cette découverte est celle du marbre lors d'un voyage en Uruguay, après plusieurs années à chercher le moyen d'éviter que ses sculptures se brisent. Aujourd'hui, quand elle s'engage dans la création d'une œuvre, c'est au départ comme une danse. L'artiste tourne autour de la pierre, l'étudie, imagine. Puis le combat s'engage. La matière ne se laisse pas prendre si facilement. Elle résiste, ne plie pas, ne casse pas. L'artiste est alors comme subjuguée, transportée hors du monde. Seul compte ce moment entre elle et le marbre, jusqu'à finalement le dompter et le transfigurer par la forme. Le défi et les obstacles n'ont jamais fait peur à Anne-Cécile. Au contraire, c'est ce qui l'anime. Et dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a enfin trouvé sa voie, grâce à cette matière qui a tout changé. J'ai toujours tendu vers l'artistique, ou voulu faire une carrière artistique depuis que j'avais 7 ans ou 8 ans, je pense. Mais mes parents n'étaient pas forcément dans la même optique que moi. On avait un accord qui disait, une fois que j'ai fait un master de très haut niveau, ils pourraient peut-être considérer de me laisser faire des études artistiques. Quand j'ai fini mon MBA, je travaillais dans des galeries à l'international. Et je me disais que j'étais trop vieille, à 24 ans, je sais pas, pour faire des études artistiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire un master en histoire de l'art. Je me suis dit comment ça ferait avancer ma carrière professionnelle dans les galeries ou dans le milieu marché de l'art. En parallèle de tout ça, j'ai toujours continué à faire de la sculpture par moi-même. Quand j'étais ado, je faisais de la sculpture en papier mâché et en argile. En école de commerce, j'ai pris des cours du soir de sculpture sur argile. À travers les différents pays où j'ai habité, j'ai continué à pratiquer de la sculpture, en gros, le soir et le week-end, par moi-même. Mais bon, déjà, c'était pas très beau. Et en fait, j'avais des problèmes techniques qui faisaient qu'en fait, mes sculptures se cassaient tout le temps. Quand je les renvoyais en France, ou enfin bon, faire sécher de la terre glaise à Singapour quand on connaît pas très bien les techniques de séchage de l'argile, et en prenant en compte le taux d'humidité, la chaleur du pays. Enfin bon, ça fonctionnait pas très bien. À New York, pendant mon master en histoire de l'art, j'ai rencontré mon compagnon, auquel j'avais raconté que, en gros, le plan de ma vie, c'était, bon, je vais faire une carrière normale. Et quand j'aurai 40 ans ou 50 ans, je serai établie, que j'aurai plus peur des conséquences financières, je vais faire artiste. Ou ok, peut-être faire artiste la moitié du temps, enfin bon, développer une carrière artistique, mais beaucoup plus tard. Et il m'a dit, mais pourquoi tu dois attendre d'avoir 40 ans ou 50 ans alors qu'il faudrait peut-être que tu commences maintenant? Alors, bon, il faut savoir que lui, il vient pas du tout du même contexte familial que le mien. Son père est donc artiste, avec déjà une carrière, une reconnaissance internationale. Depuis qu'il est né, il traîne dans les musées, les galeries, avec des artistes, au repas. Enfin, donc c'est pas du tout la même atmosphère que chez mes parents. Pour lui, le monde de l'art, les artistes, c'est quelque chose de normal, et c'est pas un peu un monde un peu farfelu. Et donc voilà, et en fait, à New York, au moment d'écrire la thèse, donc j'avais un peu plus de temps, et je voulais reprendre des cours de sculpture soir et week-end. Et je voulais faire de la sculpture, c'est les écorchés, c'est l'étude du corps humain. Aussi de la sculpture sur métal. Et lui, il me disait, bah écoute, si financièrement c'est un problème pour toi, écoute, je te les paye parce que c'est trop important. Et je me suis dit, ça quand même, si c'est pas un signe, c'est de me dire, il y a quelqu'un qui veut m'aider à aller dans ce sens-là. Et donc au final, je l'ai fait, mais bon, je me suis payé les cours moi-même parce qu'en fait, ça me mettait mal à l'aise que ce soit quelqu'un d'autre qui les paye à ma place. Mais d'avoir eu ce
coup de me faire pousser vers l'avant par quelqu'un, je me suis dit que ça m'arrivait pas souvent dans une sphère qui me plaisait et que oui, peut-être que c'était de me donner l'autorisation mentale d'aller dans cette direction. Plus tard, on est parti en Uruguay parce que son père a une fondation en Uruguay. C'est là que j'ai fait ma première sculpture en marbre, parce que son père est sculpteur sur marbre. Et donc je me suis retrouvée en Uruguay sans savoir vraiment quoi faire. Et j'ai commencé à tourner autour de l'atelier et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma première sculpture. Quand je suis arrivée en Uruguay, et donc Pablo, le père de mon compagnon, m'a donné un bloc, je sais pas moi, de 30 cm. C'était un cylindre donc, de 20 cm de diamètre par 30. Et franchement, je savais pas du tout quoi faire. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, mon beau-père a un style très géométrique, on va dire, enfin très abstrait. Alors que moi, j'ai toujours tendu vers le figuratif. Alors j'ai commencé à faire des dessins sur le bloc, faire des trucs un peu dans son style. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais faire un truc dans son style? Alors que bon, c'est en fait, je sais pas faire ça, moi. Genre, j'ai jamais fait ça, j'ai pas commencé aujourd'hui. Je me suis rappelé, ma sœur me disait que, en fait, à chaque fois que je faisais une paire de fesses en argile, ça rendait toujours très très bien. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais faire un truc que je sais faire, donc je vais faire une paire de fesses. Ça a été le choix de mon premier sujet, qui est donc devenu un sujet totem maintenant, parce que je fais ça très souvent. C'était très difficile. Très difficile parce que c'est une technique où on enlève de la matière, donc il faut penser à l'inverse. Et très difficile aussi parce que c'était des outils énormes pour faire des choses très très fines et ça fait mal au bras, ça fait mal partout, ça fait mal à tout le corps. C'est des heures de travail pour arriver à pas grand-chose en fait au niveau résultat. Donc c'est une technique où il faut être très rigoureux. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée vers le marbre. Que ce soit un matériel dur, que donc la forme ne se perde pas contre moi, enfin que la forme reste elle-même et que moi je puisse continuer à pousser, enfin ou à travailler dedans, mais que ce soit pas que juste de ma volonté ou ma force pour la création. C'est difficile à expliquer. Mais d'avoir un rapport en fait avec le matériel, que le matériel joue autant sa part que la main de l'artiste, d'une certaine façon. Mon premier mois à faire du marbre, franchement, je me suis dit que les gens qui font de la sculpture sur marbre, ils sont tous complètement fous et qu'ils devraient tous être internés parce que c'est quelque chose d'absolument horrible. Maintenant, je suis partie du club, donc c'est la difficulté de la technique et le fait que le matériel ait son mot à dire qui m'ont intéressée. Après ce mois en Uruguay, j'avais fait une première sculpture. J'en avais laissé une sur place qui n'était pas forcément finie. Je suis repartie travailler à New York pendant 1 an. En fait, l'argile, le papier mâché, tout ça, genre, je vais mettre ça à la poubelle parce que ça va pas. Et je vais continuer à apprendre la sculpture sur pierre par moi-même. Le truc, c'est que, à New York, pour trouver un atelier pour couper du marbre qui coûte pas un bras, c'était impossible. Enfin, bon. Donc, je me suis acheté une pierre, une stéatite, je crois. C'est une pierre molle, donc on peut la travailler au burin et au marteau par soi-même, sans avoir besoin d'outils de manutention. Enfin. Et donc, voilà. Et donc, j'ai fait ça dans ma cave à New York. Puis, en fait, après, je me suis jamais arrêtée de travailler avec la pierre. Et j'ai complètement mis de côté tous les autres matériaux. Au bout d'1 an, j'avais plus de visa pour travailler aux États-Unis, donc je suis rentrée en Ariège. C'est là où je suis née, là où mes parents habitent. Avec quand même encore la mentalité de travailler dans le marché de l'art, pas en tant qu'artiste. Donc de continuer à travailler dans des galeries, que ce soit en Europe ou quelque chose comme ça. Enfin bon, ça prend du temps, les démarches et tout ça, donc j'ai eu 2-3 mois de battement. Et entre les applications pour trouver du travail ou tous les autres trucs que je devais faire, j'ai commencé à organiser une espèce de mini-atelier de marbre dans le garage de mes parents et à m'apprendre à travailler ce matériau un peu mieux. Et si en fait, maintenant je vois c'était n'importe quoi ce que je faisais, mais je ne savais pas vraiment par quel bout prendre la chose. J'ai dû apprendre où trouver du marbre. Ça se trouve pas en supermarché, donc j'ai dû apprendre les différentes carrières de marbre. Dans un premier temps, ce qu'il y avait autour de moi dans les Pyrénées, des carrières désaffectées, où j'allais donc chercher
les pierres dans la montagne. Et en fait, après, au final, on parle avec des gens qui connaissent d'autres personnes, qui eux-mêmes font un peu de la sculpture sur marbre, qui donnent des filons. Et donc, voilà. Et donc, c'est un peu un network dans lequel je suis rentrée. Mais bon, là, en fait, ça m'a pris pas 3 mois, ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Parce que bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté de vouloir travailler de manière enfin pas professionnelle, mais de travailler du côté marché de l'art pour me focaliser plus dans le côté artistique. Évidemment, mes parents n'étaient pas forcément très heureux de cette nouvelle. Quand je leur ai dit que j'allais refuser des offres d'emploi. Et surtout qu'en fait, j'avais aucun débouché en fait avec ma sculpture à ce moment-là. J'avais aucun pied dans le milieu. Comment dire, comment se faire représenter en tant qu'artiste. J'avais rien du tout. Et ben, il fallait encore plus de temps à l'époque que maintenant pour faire une sculpture, parce que mes outils n'étaient pas adaptés, ma technique n'était pas adaptée. J'étais aussi en recherche de style, donc j'essayais plein de trucs différents, donc c'était vraiment éparpillé comme vision. Enfin bon, c'était un peu la galère quand même. Donc je me dis, heureusement, grâce à mes études en école de commerce, j'ai quand même mis un plan d'action, j'ai élaboré un plan d'action. Je me suis dit, bon, d'un côté, pendant la journée, ok, je travaille sur mon style, ma vision, ma technique, tout ça, mais il faut quand même aussi que je rentre dans le marché d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit, pour entrer dans le marché, il faut que je me fasse un CV d'artiste. Donc là, en fait, j'ai commencé à ratisser tous les appels à projets que je pouvais trouver sur Internet, que ce soit en français, en anglais, en espagnol. Après, j'ai rajouté l'italien aussi. Donc, j'ai appliqué à tout, au plus nul comme au plus haut. Et je me faisais pas mal rejeter. Mais parfois, j'avais des réponses positives, que ce soit pour faire partie, pour avoir mes photos dans un catalogue ou pour avoir des expos. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire petit à petit des expos comme ça. Petit à petit, en fait, tout ça, ça s'est structuré un peu mieux. Et mon esprit s'est structuré aussi, ma vision artistique. J'étais vraiment complexée par rapport au fait de ne pas avoir fait d'école d'art. Et je me sentais inférieure en fait aux artistes qui avaient fait école d'art et qui arrivaient avec leur réseau. Ils connaissaient la façon de se présenter, de parler de leur travail. J'avais l'impression que c'était des génies comparés à moi. Mais en fait, j'ai trouvé une structure, une association à Toulouse. Et j'ai fait pas mal de cours avec eux, en fait, sur comment présenter son travail artistique, développer sa démarche. Bon, je me sentais toujours nulle, mais j'avais en fait l'impression que maintenant, ça a été validé par une institution, au moins. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il faut que je fasse des thèmes où les gens puissent comprendre mon travail, en fait. Ils disent, ah, ça, c'est Anne-Cécile Surga. Et ça, oui, c'est sa série et tout ça. Donc, je me dis, il fallait que je commence à travailler par thématique. Donc, j'ai dû m'analyser et voir quels étaient les thèmes récurrents dans mes œuvres, mais de prime jeunesse, et d'essayer d'organiser tout ça de manière formelle, en fait. Que visuellement et intellectuellement, enfin, mes concepts matchent, et que en fait, ça ait sens aussi pour le public à tout niveau. Donc ça a été quand même pas mal de réflexion. J'avais un peu l'impression que si je choisissais la voie professionnelle, donc marché de l'art, j'allais mourir en fait. J'allais juste mourir. Faire artiste, ça allait être extrêmement difficile. Enfin, bon, surtout d'un point de vue financier, quoi. Faut pas se voiler la face. Enfin, quand on commence et qu'on n'a rien et qu'en plus les choses qu'on fait c'est moche, bon, ça va prendre du temps, quoi. Mais ça me semblait être la seule voie. Je pense, en fait, si je dois vraiment analyser, que j'étais quand même en dépression, que j'ai traîné pendant pas mal d'années, en fait, du fait de devoir faire ce que les autres attendaient de moi, en fait, et de devoir me forcer à être la personne bien au lieu d'être un peu l'artiste fou. Enfin, la vision que les gens avaient de l'artiste en tant que personne non fréquentable. Et donc, en fait, je sais pas si je qualifierais ça de courage, mais plutôt enfin, moi, je le qualifie plutôt comme du désespoir. Que c'était, ouais, genre, je pense que si j'avais fait la voie professionnelle marché de l'art, ouais, j'aurais continué à sombrer dans ma dépression et ça aurait fini, mal, quoi. Donc ça me semblait plutôt comme malgré tout, quand même, plus une force de vie à vouloir pousser dans cette voie-là. Ce qui m'a beaucoup porté, c'était quand même mon compagnon, qui avait une vision complètement différente
Et pour qui il fallait continuer parce qu'au bout d'un moment, ça allait arriver. Il me disait, mais c'est mathématique. Si tu continues, tu persévères, il y a un moment où tu vas y arriver. Et j'ai fait, oui, bien sûr. Mais bon, donc du coup, j'ai quand même préféré écouter sa voix à lui. Donc son père aussi m'a énormément aidée. De manière très subtile, mais en même temps, de manière très, très touchante. Et alors après, donc c'était pire, parce qu'en fait, je me sentais la responsabilité. Je me dis, mon Dieu, s'il y a des gens qui croient en moi comme ça, il faut absolument que je réussisse, j'ai plus le choix. Genre, je ne peux pas les décevoir. Donc, d'un côté, je disais, mes parents sont déçus de mon choix, enfin, ma famille, tout le monde, c'était horrible, les réunions de famille, tout le monde essayait de me remettre dans la voie de la raison. Et d'une certaine façon, je me disais, il fallait que je leur prouve dans le long terme qu'ils avaient tort. Et d'une autre façon, il y avait des personnes qui croyaient tellement en moi que j'avais cette espèce de responsabilité. Il fallait absolument que je réussisse pour montrer aussi qu'ils avaient raison, dans le bon sens. Mais c'était difficile quand même. Courageux, je sais pas, mais c'était un sens des responsabilités, peut-être plus que du courage, je sais pas. Je pense qu'une partie, oui, c'est clairement autodidacte. Et une autre, ça a été beaucoup influencé par ce que j'ai naturellement été attirée par dans les livres d'art. C'est intéressant parce qu'en fait, au final, comme je disais, je me sentais mal à l'aise de ne pas avoir fait une école d'art. Et je me sentais moins que les élèves d'école d'art. Je me sentais moins finie, moins intelligente, moins, je sais pas, je n'étais pas allée là-bas, j'avais pas eu le secret. Et en fait, après, j'ai gagné un prix en 2019 et j'ai fait une résidence à Carrare, en Italie. Donc là, j'ai rencontré d'autres étudiants d'une école de New York. Et en fait, il y en avait un qui me racontait qu'il avait fait tellement d'exercices de dessin sur le nu ou de je sais pas quoi, de modelage sur nu et tout ça. Il avait fait tellement d'exercices là-dessus qu'en fait, il avait complètement oublié c'était quoi sa vision artistique. Enfin, savoir en fait qu'est-ce qu'il voulait dire. Et qu'il avait l'impression que tout son cerveau avait été façonné par rapport aux exercices qu'il avait fait pendant 4 ans ou 5 ans. Et qu'il me disait, tu vois, toi au moins, tu as trouvé un style que personne d'autre a fait parce que tu te l'es créé toute seule de toutes pièces. Et j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Moi j'avais l'impression que c'était les étudiants d'école d'art qui avaient raison. Et en fait, lui, il arrivait avec une façon, enfin l'inverse en fait. Et ouais, je pense qu'en fait, cette phrase toute simple, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait que oui, en fait, j'ai vraiment gratté la moelle substantielle de mon cerveau pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'intéressait et comment ça fonctionnait. Et qu'en fait, c'est pas une formule mathématique que je peux appliquer à tout, mais en fait, j'ai un raisonnement maintenant dans ma tête, oui, qui m'est propre. Et que je sais que comme je l'ai fait une fois, je peux le faire 1 milliard de fois, en fait, pour retrouver d'autres façons de m'exprimer d'un point de vue formel, quoi. La série des marbres blancs de Carrare avec des traces de main, je voulais trouver une manière de parler de sentiments sans être kitsch, sans tomber dans du pathos ou des choses vues, revues, bon, à la limite pas du raisin, mais enfin kitsch quoi. Genre, quand on parle de sentiments, on dit toujours les trucs à l'eau de rose. Non, pas à l'eau de rose, justement, c'est le contraire. Avec moi, c'est les sentiments plutôt violents, plutôt négatifs. Les choses que les méchants dans les films ressentent, pas les gentils, évidemment. Et que, en fait, analyser les gens autour de moi, je me suis rendu compte que dans notre tête, on est tous les gentils de notre histoire et qu'on passe très vite l'éponge sur les moments où on est abject. Et qu'on a une grande facilité, en fait, à réécrire l'histoire ou notre mémoire pour enlever de là les moments où on est justement abject envers les autres. Et puis on est abject pour des trucs nuls, hein, juste parce qu'on veut avoir raison, ou parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on n'a pas fait attention. Enfin, il y a 1000 raisons d'être le méchant de l'histoire pour quelqu'un sans s'en rendre compte. Et je voulais un peu mettre le regardeur face à face avec cette réalité. Et donc en fait, le fait de... Comment dire, les émotions, c'est très difficile de les capturer. Et dans la peinture classique, quand ils font des émotions violentes, c'est toujours des manières super expressives. Bon, que forcément, on voit la force, mais peut-être qu'on se projette pas forcément dans l'acteur de la peinture, non. Donc en fait, je voulais une façon
dit, ok, tous les êtres humains, on a tous des mains. C'est un peu le propre de l'homme d'avoir donc des mains, du coup. On pourrait peut-être se projeter plus dans la gestuelle que j'exprime à travers mes œuvres. Et en fait, de mettre les gens au fait avec une action violente qui est donc immuable et qui ne bouge pas. Et ça nous oblige à la confronter, à être en face et à pas dire non, mais ça n'a pas été comme ça, ou de pas essayer d'obscurer la chose ou la mémoire ou l'action, et d'être un peu face à face avec, pas avec nos démons, mais avec nos parts un peu plus sombres. Ensuite, la série des marbres roses du Portugal. Donc ça, c'est un rapport beaucoup plus direct au corps. C'est moins basé au niveau des sentiments, c'est plus un rapport formel à la représentation du corps, à des corps donc imparfaits, enfin que l'on pense imparfaits parce qu'ils ne ressemblent pas au modèle qu'on voit dans les réseaux sociaux ou dans les pubs, des corps normaux. Et donc il me semble quand même qu'un corps normal, c'est déjà un corps parfait de base, que la société nous dit qu'il faut absolument toujours l'améliorer de mille et une façons qui sont impossibles à avoir. Petite, j'avais accès au livre d'anatomie de mon père. Bon, un peu des dissections, des trucs que j'aurais peut-être pas forcément dû voir, mais quand même, c'était intéressant. Ensuite, quand j'avais fait mes cours d'anatomie en tant que préado avec mon professeur de dessin, j'avais fait tous les os un par un, tous les muscles en dessous, les muscles du dessus, comment les muscles du visage reflétaient nos émotions et tout ça. Et c'était absolument passionnant pour moi de me disait que quand même le corps humain était une machine fantastique. Que tout était parfait, que tout fonctionnait très bien et tout avait été fait pour que ça fonctionne. Donc j'ai l'impression quand même que le corps humain est parfait de base. Quelle que soit sa forme, quelles que soient les aspérités de peau, quelle que soit... Je trouve qu'on est quand même une machine assez perfectionnée. Et donc c'était un peu de remettre à voir un corps humain qui peut être vu défectueux, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Et que c'est ça que je voulais remettre sur le devant de la scène. Et donc cette série, je montre des corps qui peuvent sembler un peu pendants, gras, gros, disgracieux, mais qui au final ne sont pas du tout disgracieux, ils sont absolument normaux. C'est exactement, on a tous des plis, ça déplie n'importe où, que ce soit au niveau des bourrelets du ventre ou des yeux quand on sourit, de remettre la normalité en fait dans les yeux du public. Et bizarrement, par exemple, j'ai fait des ventres avec plein de bourrelets, j'en ai fait 2, et à chaque fois que les deux personnes que des personnes ont vu soit l'un ou soit l'autre, tout le monde dit ben ça c'est moi. Et mais hommes, femmes, j'ai eu 50 personnes qui disaient ben ça c'est comme moi ça. Et puis alors de tout âge, que ce soit de 20 ans à 70 ans, tout le monde avait exactement la même réaction face à cette sculpture. Et je trouvais ça assez cool en fait. Parce que c'était bien ça le point, c'est que oui, exactement. Alors que bon, si les gens ils vont voir, je sais pas moi, les céramiques de Jeff Koons avec son ex-femme qui disent que a une plastique parfaite, ils vont pas dire ça c'est moi. Par exemple, ou même la sculpture grecque, parfois, je sais pas, moi je regarde ça, je trouve que c'est beau aussi. Je vois qu'il y a des rapports au corps humain qui sont quand même assez réalistes. Mais bon, personnellement, je me projette pas dedans. Donc voilà. Et au final, la série des marbres noirs, donc c'est des marbres noirs des Pyrénées, celle-là, je l'ai commencé à la développer en mars 2021, donc c'est vraiment récent. Et donc ça, c'est des formes ovoïdes avec des bouches qui crient. Donc, on est encore dans un registre de sentiments un peu de la rage, on va dire, dans ce registre-là. Bon, c'est un peu plus difficile de parler parce que comme c'est une série qui est assez jeune, donc c'est un peu, j'ai dû faire... En fait, j'avais autre chose à faire, mais j'ai été obligée de faire ça à la place. C'était mon inspiration qui me disait il faut vraiment faire ça. C'était pendant le 3e confinement aussi. À ce point-là, moi, je pense que je n'étais pas forcément sortie de chez moi depuis novembre, parce qu'on avait eu un premier confinement en novembre 2020, et après, il y en a eu un autre, je ne sais plus quand c'était, en février ou mars 2021, et franchement, entre les deux, j'ai continué à vivre en mode confinement. Donc, ça a fait 4 mois de confinement d'un coup, et je pense qu'à ce moment-là, j'en pouvais plus de parler qu'avec les animaux, et que j'avais besoin d'exprimer un peu cette rage, pas forcément face à la situation, mais plutôt face au manque d'intelligence des gens face à cette situation. Je pense que c'était ça qui m'avait beaucoup énervée. Et
Ouais, il y a ça, il y a le rapport à l'écologie aussi qui m'énerve beaucoup. Pareil, des gens, ils pensent très bien faire les bons gestes pour l'écologie, alors que bon, en fait, après, ils vont continuer à prendre de la nourriture take-away, à mettre du plastique partout. Enfin, moi, genre, c'est un peu mon problème par rapport à l'humanité, on va dire, cette série. Mais bon, je n'ai pas encore vraiment développé tous les tenants et les aboutissants du pourquoi j'ai commencé cette série. Alors, il y a différents niveaux du processus. Il y a un niveau, en fait, où je pense que j'ai un esprit qui est toujours plus ou moins en alerte, de forme, mais qui viennent de n'importe où, en fait. C'est pas... Une fois, j'ai eu une idée de sculpture parce qu'il y avait une prune en face de moi. Enfin, genre, et en fait, parfois, c'est genre, même je vois une forme en face de moi qui me donne une idée de sculpture, et en fait, la sculpture n'a rien à voir avec cette forme. Donc, en fait, je pense que je gobe pas mal d'informations avec donc mes yeux, et tout le temps, n'importe quoi. Mais même, c'est souvent les choses les plus insensées, enfin, ou les moins importantes qui peuvent déclencher des trucs. Et en fait, après, je pense que mon cerveau, je le macère, le digère, puis ça laisse macérer pendant pas mal de temps. Et en fait, après, j'arrive avec des idées. Mais bon, je le contrôle pas, en fait. C'est que, genre, après, genre, parfois, je fais rien, enfin, ou je fais quelque chose, et genre, boum, j'ai une idée. Et il me dit, effectivement, je m'en rappelle. Et après, cette idée, dans mon cerveau, je la garde, je la retravaille pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si, après quelques semaines ou quelques mois, elle est encore là et elle m'obsède encore, donc je vais commencer à la mettre, à la sortir. J'ai différentes façons. Le dessin, j'ai commencé à utiliser ça plutôt pour la série des marbres roses ou des marbres noirs. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans ma tête et ce que je sors en fait en dehors de ma tête, c'est complètement différent. Il y a quand même pas mal de niveaux de... c'est pas direct, c'est pas toujours exactement ça, quoi. Et peut-être pour ça que je refais toujours les mêmes choses, non, parce que j'essaie définitivement, enfin infiniment, de capturer l'idée principale et je n'y arrive pas. Après, pratiquement pour toutes mes sculptures, j'ai besoin de faire des modèles. Donc, je fais des modèles en plastine, c'est une sorte de pâte à modeler qui ne sèche pas. Mais c'est très bien, mais je ne peux pas faire de recherche dans la texture ou de matière très très poussée avec cette matière-là. Donc ensuite, j'ai élaboré plein de différentes manières de faire des recherches, que ce soit avec du plâtre. J'utilise énormément de plâtre. Pour faire une sculpture en marbre blanc, j'avais commencé à mettre du plâtre dans des collants pour épousser le collant, pour essayer de faire des plis. Enfin, bon, au final, c'était pas top, mais après, 6 mois plus tard, j'ai réutilisé cette même technique du collant et du plâtre pour développer d'autres choses dans une série en marbre rose. Donc en fait, les recherches que je fais pour une série, forcément, je vais pas forcément les utiliser, mais ça peut m'amener à quelque chose d'autre dans le futur. Ah ouais, donc il y a 15 jours, je suis rentrée en France. J'avais passé à peu près 6 mois en Italie, on va dire. Et donc j'ai réintégré mon atelier et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai des modèles de plâtre partout, mais partout. J'ouvre un tiroir, il y en a 25. Genre, je regarde dans une étagère, il y en a 250. Et j'avais complètement oublié que j'avais fait tous ces modèles, quoi. Et c'est aussi, je me suis moulé des propres parties de mon corps, dans des positions incongrues, évidemment. Et en fait, j'avais complètement oublié. Et en fait, c'est drôle parce que je me dis, en fait, maintenant, je peux les réinterpréter, les réutiliser pour d'autres sculptures d'une façon complètement différente de ce pourquoi je les avais créés à la base, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans. Donc je me dis, ouais, c'est vraiment infini, quoi. Enfin bon, donc je fais des modèles. J'ai fait des modèles en plâtre, j'ai fait des modèles avec des structures en métal ou en polystyrène et tout ça. Et en fait, après, j'essaye d'intégrer les différents modèles entre eux. Souvent, je n'arrive pas à le faire sur un modèle de base. Donc, en fait, je vais mettre 5, 10 modèles en face de moi. Et après, je vais essayer d'intégrer tout ça ensemble dans le marbre. Ce qui est assez difficile en soi, en fait. Parce que je dois projeter une forme qui n'existe pas et essayer d'intégrer des plis, des bourrelets d'une forme dans l'autre. Et donc, en fait, ça me prend du temps, on va dire, à ce niveau-là, quoi. Je recherche la simplicité, on va dire, dans mes œuvres. Je veux des œuvres efficaces, mais qui projettent beaucoup. Justement pour éviter de rentrer dans le kitsch. Parce que je pense que j'ai quand même une grande facilité au kitsch, donc je peux éviter ça. Mais en fait, la simplicité et d'avoir des œuvres efficaces, c'est quand même... Ça demande quand même pas mal de recherche. Plus que ce que moi-même j'aurais pensé, en fait. Par exemple, pour commencer la série des têtes noires, alors c'est très simple, c'est juste des têtes avec des bouches qui crient, non ? Mais le premier modèle en plastine, j'ai passé
plus de 3 semaines à travailler dessus, donc c'est-à-dire sans faire de sculpture en marbre. Alors, en plus, j'allais dire, oh mon Dieu, je travaille pas du marbre, je fais que du modèle, c'est de la recherche et développement, là, là, là. Mais au final, maintenant, je me dis heureusement que je me suis autorisée à faire cette recherche pour faire quelque chose de différent, quoi. Meilleur souvenir, je pense que n'importe quel artiste doit avoir ça. Genre, c'est pas juste un, de création, hein, pas d'exploit de ça, mais de création pure. C'est d'arriver au moment de bliss, on va dire, dans le travail. Le moment où on travaille et on est complètement déconnecté du monde extérieur, mais en même temps, on est plus vivant qu'à n'importe quel autre moment de sa vie, parce qu'on est intensément dans la tâche et qu'on se perd dedans et qu'on peut tout voir dans ce qu'on est en train de faire, tout ressentir, mais qu'on est dans une bulle où il n'y a rien d'autre qui existe que le travail qu'on est en train de faire. Et en fait, on sait qu'on l'avait vécu qu'une fois que c'est fini. Ah, ça, c'était bien. Bon, c'est du polissage horrible. Mais en fait, parfois, et ça arrive... Ouais, ça m'arrive toutes les semaines, heureusement. Et c'est ce moment hyper intense entre, pour mon cas, moi et le matériel. Et où il n'y a rien d'autre du tout qui existe. Ça, c'est génial. Après, il y a un autre truc. Ça m'est arrivé hier. Et bon, ça m'arrive souvent quand même. C'est qu'en fait, parfois, je fais des pièces. J'aime le challenge, j'aime la difficulté, donc j'essaie toujours de faire des choses de plus en plus difficiles. Le truc, c'est que je suis vachement motivée avant, mais au moment où j'arrive à la fin de la pièce, je suis un peu sur les genoux et genre, je déteste mon travail, je déteste ce que j'ai fait, tout ça c'est moche, je suis nulle, enfin bon, voilà. Donc c'est quand même assez passionné comme relation à mon travail. Et là, j'avais fait la plus grosse pièce de toute ma vie, en fait, cet été, pour l'exposition qui ouvre à Miami. Et en fait, c'était trop dur, c'était horrible à faire, c'était vraiment trop difficile. La pièce, elle fait 200 kilos, j'avais besoin d'aide pour la tourner, enfin bon. Et en fait, j'ai revu la pièce, donc on a sorti de sa boîte hier à Miami, et on l'a installée dans le lieu d'exposition. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas moche. Alors, j'étais persuadée que j'avais fait une erreur, genre j'avais donné un titre à cette pièce, et en fait, je voulais changer le titre. Dire les opportunités perdues ou genre l'opportunité loupée, enfin je sais pas quoi, parce que j'étais tellement amère du résultat. Et en fait, de la revoir 4 mois plus tard sans l'avoir vue, en fait, c'est ça, parfois je fais des œuvres et puis je les vois pas pendant des mois ou des années, et après de les revoir, je me dis ah, mais c'est pas mal en fait. Et c'est pas du tout le sentiment que j'avais quand j'avais fini l'œuvre. Je m'auto-surprends. Non, ok, mes œuvres me surprennent. Et ce qui est bien avec le marbre, c'est que ça bouge pas du tout, ça vieillit pas. C'est incroyable la fraîcheur de quand l'œuvre est finie. Et 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, c'est exactement toujours la même œuvre, quoi. Donc ça, c'est incroyable parce que ça me dépasse. Ouais, c'est les moments de dépassement par rapport à la pratique artistique, en fait. Toute ma vie qui est organisée par rapport au fait de ma pratique artistique. Bon, je pense que, d'accord, le Covid, ça a un peu aidé le fait d'arrêter de faire des activités en association, des trucs comme ça. Mais bon, le marbre a déjà beaucoup entamé, on va dire, un peu ma vie sociale parce que comme les heures de travail sont très, très longues, c'est difficile d'aller à des classes. En Ariège, on va dire, les classes, c'est à 18h ou à 19h et ça... Je peux pas me ramener dans une classe de sport avec tout mon marbre, toute ma poussière dessus, ça va pas, donc il faut d'abord prendre une douche, enfin, donc ça va pas, quoi. Et donc, en fait... j'ai des activités sportives liées à ma pratique artistique. Par exemple, je soulève des poids parce que je dois avoir les muscles pour pouvoir soulever les blocs de marbre par la suite. Ou je fais du yoga parce que sinon, en fait, après, je peux pas bouger parce que genre, j'ai trop mal aux bras ou aux doigts ou au dos. Et je me dis, bon, courir, j'ai l'impression que je fais du bien à mes poumons quand même entre 2-3 inhalations de poussière de marbre. Tout est lié, en fait, pour que je puisse continuer à travailler. Et le plus longtemps possible, quoi. J'avais un des assistants de mon beau-père qui m'avait sorti l'été dernier. Et toi, Cécile, tu réussis à continuer à avoir des amis ou est-ce que le marbre t'a déjà tout pris? Et en plus, j'ai complètement compris la question, quoi. Je disais, ah ouais, ouais, non, mais ouais, normal, mec. Enfin, tu vois, genre...
tu peux pas travailler le marbre. Bon, lui, c'est peut-être, il a beaucoup plus d'heures par jour que moi, mais tu peux pas travailler 8 heures par jour le marbre et le soir faire la fête, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et tu peux, enfin, surtout si tu travailles le marbre 7 jours par semaine, c'est trop dur. C'est trop dur. Bon, au moins, c'est pas pour tout le monde. On sait que les gens qui font du marbre, ils font ça parce que vraiment, ils veulent faire ça. Enfin, on peut pas s'obliger à faire ce travail en tant qu'artiste. En tant qu'assistant, c'est un truc, mais en tant qu'artiste, on peut pas faire semblant d'être sculpteur sur marbre. C'est soit on l'est, soit on l'est pas. Et ce qui est bien, par contre, c'est qu'en fait, quand on se rencontre entre sculpteurs sur marbre à l'international, on peut devenir directement amis parce qu'on a les mêmes valeurs. Enfin, la valeur travail, par exemple, est tellement forte, et du travail bien fait, de l'attention aux détails, et d'être minutieux, mais en même temps, vu que c'est un travail tellement dur, bon, il y a un certain sens de l'humour qui est quand même là pour rendre les choses plus faciles. Oui, voilà, comme c'est un matériel tellement difficile, on peut pas mentir. On peut pas faire semblant d'être un bon artiste, on peut pas faire semblant d'avoir une bonne idée. C'est soit on y est arrivé, soit on n'y est pas arrivé. Ouais, c'est une certaine franchise de la pratique. Donc ça, c'est cool aussi, je pense. Mais oui, sinon, c'est très dur et c'est très prenant. Ça détruit nos vies, mais c'est pas grave. Après, on traîne qu'avec des gens comme ça, et puis voilà, tout va bien. J'ai pas de projet officiel. Enfin, j'ai pas été invitée à faire une expo ou un truc comme ça, donc j'ai pas de projet comme le projet de l'exposition à Paris. En fait, j'ai eu 1 an pour m'y préparer, j'ai fait que ça, donc ça m'a un peu tenue en alerte pendant 1 an. Donc là, pour l'horizon 2022-2023, j'ai pas encore ce genre de projet. Par contre, j'ai énormément de demandes, donc ça, il faut que j'arrive à y répondre à la demande, tout en répondant à ma demande de ce que moi j'ai envie de développer. Parce que j'ai énormément d'idées, mais c'est peut-être pas forcément les idées qu'on me demande de faire. Mais bon, quand même, je pense que c'est quand même l'artiste qui a raison, quoi. C'est l'artiste qui sait qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin bon, j'aimerais bien augmenter la taille de mes œuvres, ce qui est quand même difficile. Je parlais de la sculpture que j'avais fait cet été, de 200 kilos, et que je trouvais qu'elle était horrible, et que j'avais tout loupé, et tout ça, et tout ça. Peut-être pas 200 kilos, parce que c'est quand même difficile à manipuler tout seul, mais genre 100, 150. Et ouais, d'augmenter la taille des œuvres, parce qu'en fait, c'est quand même un challenge d'augmenter le volume. Ça change vraiment la perception du corps et du rapport et tout ça. Là, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis le mois de novembre en France. J'ai des blocs plus grands, donc je suis en train de travailler là-dessus, et c'est hyper libérateur en fait. Parce que genre, j'ai l'impression que je faisais toujours à peu près les mêmes dimensions, et je commençais à tourner en rond, et donc là, de commencer à travailler sur des trucs plus gros, donc ça me demande des challenges différents, on va dire, mais c'est un peu émancipateur. Donc ça j'aime bien. Mais il y a tellement de trucs que j'aimerais faire. Ouais, genre d'augmenter la taille des blocs, de travailler plus par l'installation, d'inventer des nouvelles scénographies, parce qu'en fait, au final, je me suis rendu compte que la scénographie, c'est vachement important dans la présentation des œuvres, ça veut dire, et donc dans la perception, la relation du public, comment jouer avec le public aussi pour rendre ça un peu ludique. Et oui, j'aimerais bien trouver d'autres marbres, mais je sais pas trop encore où les trouver, genre des marbres bleus, enfin c'est de l'onyx, je crois, bleu ciel ou jaune. Parce que pour jouer, ouais, justement, avec les couleurs dans des expos et tout ça, ouais, recherche infinie, quoi. Voilà. Si le travail d'Anne-Cécile Surga vous intéresse, on vous conseille vivement de vous rendre sur son site internet pour admirer, dans un premier temps de façon virtuelle, ses sculptures, et de la suivre sur Instagram pour vous tenir au courant de son actualité, et peut-être admirer prochainement ses œuvres dans la réalité. Quant à nous, retrouvez-nous sur les réseaux, comme TikTok et Instagram, pour en savoir plus sur nos artistes ou découvrir de super expos. À bientôt dans un nouvel épisode d'Artcast, un podcast de Marine Colosse, Anna Koulikova, Mélodie Charvari et avec la musique originale de Guillaume Cabaret.